Bonjour à tous, je m'appelle Arthur de Miranda Neto et donc merci beaucoup pour votre intérêt sur ce travail qui a comme titre le gradient des coûts de la construction. Et donc, comment la commoditisation différentielle reconfigure l'entrepreneuriat et l'évaluation des entreprises. Et donc, si on parle de l'évaluation, donc valuation en anglais, il faut considérer aussi la question des risques. Donc, une prime de risque décomposée par couche pour la firme post-intelligence artificielle. Et oui, le titre est technique, mais la thèse est large. Donc alors, commençons par la question évidente de quoi parle ce travail. Cette question de fond est partout depuis fin 2022. Pour commencer, donc, posons deux questions. La première, chacun peut se la poser pour soi. Peut-on vraiment parler de l'IA comme d'une technologie à usage général? Est-ce qu'elle vous manque déjà au quotidien, comme nous manquerait Internet? La seconde question, elle est au corps de ce travail. L'intelligence artificielle est-elle en train de transformer la connaissance, l'expertise et le travail intellectuel en marchandise? Ce que je soutiens, c'est que poser la question comme on la pose d'habitude, cette question n'a pas de réponse. Parce que l'analyse est conduite à un niveau qui ne permet pas de saisir correctement le phénomène. La commoditisation, elle n'est pas une propriété de l'IA prise comme un bloc. C'est une propriété des différentes couches de la production des connaissances, ce qui le travail est en train de proposer. Et ces couches, dans mon approche, avançons à des rythmes différents. Et c'est le point clé, souvent, en sens inverse. Certaines s'y commoditisent vite, d'autres font le chemin inverse et prenons justement de la valeur parce que les autres deviennent des marchandises. Alors, demandez, est-ce qu'il y a commoditiser la connaissance? C'est comme demander si la marée monte ou descend sans dire où l'on se trouve sur la plage. Et c'est une bonne question. À qui s'adresse-t-il donc ce travail? Car il ne s'agit pas d'un article destiné uniquement aux économistes. Je l'écris en pensant à des gens vraiment engagés dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes en train de construire quelque chose, soit dans une entreprise, à l'université, n'importe où, vous êtes le bienvenu. Ces travaux, c'est pour vous. Pourquoi? Entreprendre, c'est difficile. Oui. Le fondateur, soit quelqu'un dans l'entreprise, il n'est pas en train de fonder ou travailler pour la construction d'une start-up, mais il est en train de travailler dans un projet, dans une entreprise. Lui, il va affronter des questions complexes tout au long du parcours. Et des fois, on parle d'un parcours long. Et donc, il y a aussi autour de lui tout un écosystème de personnes, tout aussi engagées
Donc, la vie est directement touchée. Je vais donc parler un peu de ça. J'avais donc en tête plusieurs types de lecteurs. Mais c'est justement une façon de faciliter la compréhension. Tous les acteurs de l'entrepreneuriat, à mon avis, doivent prendre ces éléments au sérieux. L'investisseur qui doit évaluer une entreprise, le fondateur qui décide qui doit lui aider pour construire quelque chose. Et même, il faut décider quoi construire et comment lever des fonds. Le régulateur, d'autre côté, qui réfléchit à la façon d'encadrer une technologie. Le professeur, l'enseignant, qui doit repenser sa discipline pour la prochaine génération. Et le jeune diplômé qui cherche à comprendre pourquoi l'emploi d'entrée a changé. Donc le cadre, le framework qui accompagne l'article sert à nourrir cette analyse. Il n'est pas de donner des questions fermées. C'est disponible pour que vous-même puissiez changer les éléments et donc analyser les scénarios et avoir après des conclusions. Surtout dans le monde où nous vivons aujourd'hui, très très dynamique. Et je les conçu avec une série donc de variables ajustables, justement pour créer des scénarios et donc à partir de là, des nouvelles questions. Le mot marchandise est employé de façon très vague. Oui. Alors, au sens strict, qu'est-ce que c'est qu'une marchandise? Parce que cette compréhension compte beaucoup. Dans la traduction économique, une marchandise remplit 4 critères. Des producteurs substituables, entre eux, des acheteurs indifférents à qui l'a produit. Le prix comme axe dominant de la concurrence est un coût marginal à peu près constant. Dans le numérique, il faut aussi mettre en évidence, parfois proche de zéro. Pour cela, pensez à nos smartphones et à toutes les applications que nous utilisons sans rien, entre guillemets, payer. Quand on tient cette définition fermement, il convient de distinguer 3 affirmations que le débat tend souvent à confondre. Donc, pour revenir à l'IA, ces réflexions sont en face de nous, des questions qu'il faut réfléchir. Les modèles déviants des marchandises, les capacités cognitives, c'est commoditisant. Le travail humain est remplacé. Bon, chacune peut être vraie ou fausse de manière indépendante. L'une peut tenir pendant que les autres questions
Non, dans n'importe quelle combinaison. Il est mélangé, c'est à mon sens l'origine d'une bonne partie de la confusion. Le travail propose donc 7 couches pour nous aider à comprendre cette question d'aujourd'hui. Est-ce que l'IA est en train de commoditiser plusieurs aspects de notre quotidien, notre travail, etc. Donc, parcourons les couches. Comme on peut voir dans cette slide, il y a 7 couches plus ou moins exposées au processus de la commoditisation. Ce que les couleurs montrent. Et donc, comme on peut voir, c'est intéressant de réfléchir. La couche 1, elle est divisée en 2. Comme on peut voir ici, par exemple, dans les slides. On va faire une réflexion sur ça. Aussi, la couche 7, elle n'est pas ici, mais c'est fait exprès. Donc, la couche 1, c'est l'infrastructure, le calcul, les données, la chaîne d'entraînement. Et comme on peut voir, et on a déjà discuté, son intérêt réside précisément dans l'attention conceptuelle qu'elle met en évidence. Parce qu'elle porte en elle un signal contradictoire. Comme on peut voir du côté droit, par exemple, le coût de l'inférence chute, tandis que le coût cumulé pour entraîner les modèles des pointes Louis et grimpe. Donc, 2 dynamiques opposées dans une même couche. La couche 2, ce sont les modèles de fondation, commodisation partielle et même des fois contestée. Et c'est là que les laboratoires des pointes ont raison. La couche 3, c'est l'accès à la capacité. En utilisant par exemple les API, l'interface, les chaînes des agents, et là, la pression est forte. Ça veut dire que la commodisation est rapide. La couche 4, c'est la récupération codifiée, par exemple, et le prototypage. Basiquement, c'est le quotidien d'un développeur. Écrire du code. Mais aussi, on peut aller vers des autres acteurs, des autres tâches, comme par exemple une revue de lecture, une traduction, un premier jet, etc. Et comme nous l'avons tous constaté, parce que c'est déjà dans notre quotidien, ça se commoditise vite aussi. Et c'est là que les économistes ont raison. La couche 5, c'est l'hypothèse, le jugement. Très important. Choisir le problème, le cadrer, avoir du flé dans l'incertitude. Ici, la commodisation est faible. Souvent, c'est même
l'inverse. La couche 6, c'est l'ancrage institutionnel, l'accréditation, certification, confiance réglementaire. Donc, anticommodisante par nature. Et la 7e est à part. C'est le régime transfrontalier de la connaissance que j'appelle K7, une variable qui, en effet, module les 6 autres. Mais nous y reviendrons sur ce sujet. Ok, donc le titre est le gradient des coûts de la construction. D'où vient-il? La boucle de l'entrepreneuriat qui c'est construire, mesurer, apprendre, reste pertinent comme cadre général. Ce qui a changé, c'est le gradient des coûts entre ces étapes. Regardez, réfléchissez avec moi. Avant 2022, construire, mesurer et apprendre coûtent à peu près le même ordre de grandeur, un gradient plat. Après 2022, le coût pour construire a chuté d'un 1 ou 2 ordres de grandeur sur une immense classe de produits, surtout numériques, alors que mesurer et apprendre coûtent toujours autant. Et une nouvelle étape est apparue tout au début de la boucle, avant de construire, comme on peut voir du côté droit de slide. Donc, une étape abyssante des cadres de 2008 et de 2011. Ce que j'appelle la pré-investigation. Sonder le terrain concurrentiel de façon automatisée avant même d'écrire la moindre ligne de code. Et dès qu'on y ajoute l'IA, cela compte encore plus. Parce qu'au moment de construire, la capacité à rédiger des prompts efficaces s'y répercute directement sur le coût. Donc, cela change-t-il la vieille recette? Construire vite, livrer et se laisser guider par le marché? Construire d'abord, est-il encore le bon réflexe? Oui, ça change pas mal des choses. Cette règle avait été calibrée pour le gradient plat, comme on avait parlé. Si construire est devenu quasi gratuit alors que mesurer et apprendre restent chers, alors construire d'abord ne peut être plus le bon réflexe. C'est pourquoi je propose de faire évoluer le MVP, le fameux produit minimum viable, qui reste toujours précieux, vers ce que j'appelle la HMV, l'hypothèse minimale viable. Pour être clair, il ne s'agit pas de jeter le MVP. Il s'agit de le sortir du centre. La HMV est un texte
pas un objet. C'est un protocole, en fait, de falsification explicite. Ce qui devrait être vrai, et comment je saurais que c'est faux. Elle est détachée de tout prototype unique. Le prototype devient un test parmi d'autres. Et surtout, elle exige au moins une preuve humaine avant tout engagement sérieux de capital. La boucle n'est donc plus construire, mesurer, apprendre. Dans cette approche, elle devient formuler une hypothèse, tester et réviser. Et donc, on y va. Et ce qui rend cette réorganisation possible, c'est un changement dans les sources d'information. Voyez plutôt, une grande part de ce qui était tacite en 2008 et en 2026, public et facile à ressembler. Par exemple, les offres d'emploi révélant l'appui technique et les priorités d'une entreprise. Les avis sur des sites comme G2, Capterra ou Trustpilot font remonter les frustrations réelles avec les outils. Les forums des métiers rassemblant les difficultés que les utilisateurs, par exemple, ont déjà formulées. Les tutoriels YouTube montrant, par exemple, comment le travail se fait vraiment. Les transcriptions des podcasts si courants aujourd'hui, exposant ce qui préoccupe les dirigeants. Tout cela nourrit ce qu'on a proposé comme la pré-investigation automatisée. Mais il faut faire attention. Certaines dimensions échappant à la mesure. La part émotionnelle et politique reste tacite. Donc, c'est précisément pour ça que la preuve humaine reste indispensable. Elle est donc toujours présente dans le processus. Ok, mais la pré-investigation qu'on est en train de proposer cache un risque. Tout valider derrière son écran et jamais parler à personne. Bien sûr, comme on est en train de dire. Tout à fait, et donc je tiens à lui donner un nom. C'est la survalidation synthétique. En 2008, l'erreur classique, c'était de construire sans valider. Donc, le connu Customer Development y a répondu. En 2026, c'est l'erreur inverse qui apparaît. Une équipe produit 10 études synthétiques, des personnes, des simulations, et ne parle jamais à un vrai utilisateur. D'où 3 disciplines qui sont ici présentées. Tout d'abord, au moins une preuve humaine avant d'engager du capital. Ensuite, documenter les données
sur lesquels les personnes synthétiques ont été calibrées. Enfin, dire d'avance où le synthétique cesse de suffire, le moment où il faut, par méthode, aller voir sur le terrain. Donc, il faut s'y rappeler le fameux Get Out of the Building du professeur Steve Blank. Ok, donc passons à une autre proposition qui fait partie du travail. Le modèle classique qu'on connaît a une vallée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on pense dans la construction, par exemple, d'une start-up, et on a la conscience qu'on va avoir des situations très risquées et qu'il faut aussi du capital. Donc là, on pense à quoi? Au valet de la mort. Ça veut dire que peut-être que j'aurai la solution. Et dans le modèle classique, à un valet, j'en propose 2. Donc, qu'est-ce qui change avec 2 valets? On y va. Tout d'abord, en regardant les slides, réfléchissez avec moi. La ligne bleue, elle représente donc le modèle classique. Et la ligne rouge, la proposition. Et dans la proposition, comme on peut constater, il y a 2 valets. Le valet classique et le valet qu'on appelle des valets de la commoditisation. Mais ce que je voulais vous dire là, maintenant, c'est qu'on peut voir que la ligne rouge, elle est un tout petit peu plus à gauche. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'à la base, on parle du temps et on peut considérer que le temps pour développer quelque chose avec l'intelligence artificielle, il l'a réduit. Ça veut dire qu'on peut construire plus vite. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut revenir et réfléchir donc un peu par rapport les modèles. Donc, le modèle classique, le Gartner Hype Cycle, et la fameuse vallée de la mort du capital risqué, ne compte qu'une vallée. Donc, cette période où la start-up brûle du cash avant d'avoir trouvé un modèle suffisant ou suffisamment tracté pour soutenir sa croissance, qui l'on finance habituellement par une série A, par exemple. Ce que j'avance, c'est que dans le modèle post-l'IA, post-intelligence artificielle, l'entreprise affronte non pas une vallée, mais 2. Donc, après la première reprise vient une fausse reprise. Puis, une seconde vallée qui apparaît plutôt à partir des simulations. Il faut bien sûr regarder cas à cas. Il va donc apparaître plutôt vers la 12e ou la 3e année. Et pourquoi? Pourquoi donc encore une vallée? Donc 2 vallées. Pour la raison même, donc nous parlons l'avantage initial, elle va
s'éroder progressivement à mesure que des concurrents proposant des équivalents au marché. Et comment? En s'appuyant sur des agents ou l'intelligence artificielle. On peut se rappeler un peu que les couches, il y a des couches qui sont plus ou moins exposées à la question de la commoditisation. Et donc, on sait, et donc ça dépend, bien sûr, on peut construire plus vite. Et les couches qui considérons le jugement, elles sont même anti-commoditisantes. Bon, ok. Quand on est en train de construire une solution, ça veut dire qu'on va présenter la solution pour des clients, ceux qui pourront utiliser la solution, soit pour des entreprises qui aussi vont devenir des clients, quand on parle de B2B. Et pour cela, on va, bien sûr, travailler avec des preuves de concept. À ce moment-là, on est en train de présenter ce qu'on a jugé comme important. Et le jugement est en train d'être présenté. Si on fait, par exemple, une vidéo YouTube pour dire qu'est-ce qu'on est en train de construire. Donc, on est en train de présenter ce qui a la valeur. Une fois qu'on partage ça, on est en train, entre guillemets, attention, de perdre un avantage. Parce que là, c'est où la seconde vallée pour devenir une réalité. Parce que les concurrents vont savoir qu'il y a, bien sûr, une possibilité, et avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, ils vont marcher à nos côtés pour y arriver au marché. Bon. Donc, ce que vous aviez bâti en couche 4, par exemple, et pas seulement dans cette couche-là, c'est juste un exemple, devient alors une marchandise entre l'orme et la marge s'affondre. Cela touche beaucoup des acteurs de l'écosystème à tous les niveaux. Jusqu'aux agences, par exemple, qui financent à fonds perdu et pas seulement les investisseurs, entre guillemets, privés. Et même si les revenus remontent en 4e et 5e année, ça serait avec des marges plutôt faibles que le prévoit le modèle à une seule vallée. Et pourquoi cette seconde vallée pèse-t-elle autant sur le risque? Donc, l'analyse des risques est le socle de l'entrepreneuriat. Et là, elle est touchée sur deux fronts. Donc, pour le fondateur, le plan de financement doit prévoir une réserve explicite pour cette seconde vallée, la vallée de la commoditisation. Le manuel classique à une seule vallée ne la voit pas venir. Et c'est précisément là que beaucoup des entreprises mourront après avoir donné l'impression d'avoir surmonté leurs difficultés. Du point de vue de l'évaluation de l'entreprise, donc on pense à qui? Les investisseurs, les agences, etc.
la seconde vallée entre comme une correction de la valeur terminale. Donc la perpétualité de Gordon, qui supposait une croissance régulière à l'infini, devient conditionnelle à la phase du cycle, avec un facteur de freinage à appliquer quand la exposition de la couche 4 est forte. Ça veut dire forte à la commodisation. Donc, du coup, le coût de capital lui-même, qu'on connaît comme WACC, WACC, cesse d'être un nombre unique. Il dépend aussi de la phase. Il faut le dire, cela repose sur des éléments solides. Dès 2016, le professeur Damodaran défendait que le taux d'actualisation n'a pas à rester constant dans le temps, dans un flux trésorier actualisé. Donc, c'est exactement l'idée d'un WACC conditionnel à la phase. En résumé, le risque n'est plus une valeur figée. Il prend une forme dans le temps, avec une deuxième phase de contraction abyssante des hypothèses du modèle traditionnel. Donc, on peut regarder aussi d'un autre côté, passons maintenant à l'évaluation d'entreprise, car ce qu'on vient de voir a des implications directes. Commençons par la décoté d'hommes clés classique. Et donc, c'est un excellent pont à traiter, car la commodisation attend désormais la substitution de la capacité intellectuelle. Attention, donc nous parlons des personnes. Dans l'évaluation classique, la référence incontournable, encore une fois, c'est le professeur Damodaran. Quand la valeur d'une entreprise tient beaucoup à une personne, on applique la décoté d'homme clé. Dans la forme canonique du professeur Damodaran, c'est un nombre unique, un escalaire. En général, de 10 à 25%, bien sûr, laissé à l'appréciation de l'évaluateur. L'hypothèse implicite, c'est que le travail technique autour de cette personne peut se remplacer par les canaux d'embauche habituels et qu'il se valorise toujours comme du travail. Donc, on parle du modèle classique du professeur Damodaran. C'était bien sûr raisonnable jusqu'à vers 2022. Ensuite, sur plusieurs couches, donc il faut se rappeler de le cadre qui est proposé. Le travail, attention, technique, s'est mis à se valoriser comme
un service. On achète de la capacité à une API. On ne bouge pas une équipe ou une personne. Donc, là, le scalaire perd prise sur ce qui s'y passe réellement. Donc, réfléchissons. Le scalaire unique ne capture donc plus le phénomène. Donc, que proposer ce travail-là à la place? Donc, dans ce cas, on remplace le scalaire par un vecteur d'exposition signée. À la place d'un nombre, on obtient un profil positif, là où une couche est un anticommoditisante, et négatif, là où elle se commoditise. Le résultat, attention, le résultat plus frappant, c'est que la décoté peut devenir négatif, basculer en prime, alors même que la personne clé reste tout à fait compétente pour créer de la valeur. On va comprendre. On y va. Et ici, je tiens à faire une distinction importante. Donc, on dialogue avec le professeur Damodaran et la méthode qu'il appelle en français narrative et numéro. Donc, le professeur Damodaran lui-même, dans son texte de 2023, The Difference Makers, admet déjà que le signe peut être négatif dans un cas, quand la personne est devenue, selon ses mots, et entre guillemets, destructif de la valeur, et que son départ va améliorer l'entreprise. Donc, attention, c'est important la distinction, c'est un mécanisme interne de la personne. Le problème, c'est à elle. OK? Donc, ce que je pense, moi, c'est une seconde voie. D'une toute autre nature. Ici, le mécanisme, il n'est pas interne, il est externe à la personne. Pourquoi? Parce que le prix des facteurs autour d'elle a changé. On y va. La personne reste excellente. Donc, la personne, elle reste excellente. Ce qui a changé, c'est que le travail technique qui l'entournerait est devenu une marchandise. Pardon. Donc, le scalaire ne le voit pas. Le vecteur, si. Et soyons clairs, je ne remplace pas le professeur Damodaran. L'idée est de généraliser. Donc, j'ajoute à ces, en français, narratif et numéro, une prime
des risques précises, décomposées, couche par couche, à l'intérieur du cadre du framework. Et son cas classique devient un cas particulier du vecteur. Ajouter à cette analyse l'ajustement requis par l'existence de la seconde vallée. Et donc, vous obtenez le risque en 2 dimensions maintenant, à travers les couches, par le vecteur, et dans le temps, par la double vallée. Et donc, une invitation. Vous pourrez le vérifier, s'il vous plaît, dans l'une des annexes du travail. Alors, remplacer des ingénieurs par l'IA est-il un gain pour? On y va. Bon, la réponse est non. Et là, je tiens à compliquer un peu l'histoire. Il y a un entrant permanent que j'appelle l'orchestrateur. Donc, c'est déjà très connu. Donc, c'est une personne, un nouveau métier. Au fond, une nouvelle ingénierie. Quelqu'un qui coordonne, valide et intègre ce que l'IA produit. Les données de 2024 et 2025 indiquent environ un orchestrateur pour ou contre 10 ingénieurs. Donc, bien sûr, cela dépend du segment. Et à peu près, donc, 9 mois de calibrage avant le premier remplacement. Donc, je parle des remplacements d'ingénieurs en poste. Et voici un point à souligner. Une invitation à la critique sur ces paramètres, donc les simulations qui sont présentées dans le travail, que vous pouvez changer. S'il vous plaît, il faut faire ça. Montrons que pour une équipe de 5 à 10 ingénieurs, basculer vers le remplacement par l'orchestrateur plus l'IA, parce qu'il faut les deux, est négatif, c'est-à-dire est net négatif, quel que soit le pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Pour les petites entreprises réglementées, par exemple comme médecine, droit, ingénierie certifiée, pour l'éducation, la politique rationnelle n'est pas de remplacer. Dans ce cas-là, c'est d'utiliser l'IA comme multiplicateur de productivité sur l'équipe déjà en place, au lieu de remplacer l'équipe par un orchestrateur plus IA. Et là encore, cela dépend évidemment de l'activité de l'entreprise et du rôle réel des ingénieurs. Ok, passons à une autre proposition qui aussi fait partie du travail.
Dans ce cas-là, elle touche à la question transfrontalière. Pardon. Et donc, aux effets des fusions et acquisitions, et on parle de M&A en anglais, et il introduit aussi la 7e couche qu'on a déjà, on a déjà parlé et on va laisser pour parler après. Bon, la question transfrontalière, elle compte, oui, directement. Pourquoi la même entreprise avec la même équipe ne veut pas la même chose selon l'acheteur? Donc, concrètement, on va voir des exemples. Un acheteur brésilien qui rachète une cible brésilienne, donc une entreprise brésilienne, il va avoir une prime d'inversion d'environ 3%. Un acheteur français qui achète français, environ à peu près 5%. Mais un acheteur américain qui rachète une cible, une entreprise, soit au Brésil ou en France, donc plutôt 10%. Pourquoi? Donc il a une raison. Parce que l'acheteur américain peut, par exemple, dissoudre l'équipe locale et reconstruire la fonction sur sa propre base de coûts. Donc, pour un conseiller qui fait des M&A, qui voit une opération transfrontalière avec une prime en apparence irrationnelle, ce qui il peut être sous les yeux, par exemple, ce n'est pas la valeur de l'équipe en place. C'est en fait la valeur de sa dissolution et de son remplacement. Et cette situation, il faut bien remarquer, n'est pas sans conséquences. Il y a des vraies implications des politiques industrielles et bien sûr des souverainetés. Donc, si on est en train de parler de ça, c'est le moment de passer donc à la 7e couche. Et la question, qu'est-ce que c'est que le K7? Donc, le K7, c'est un coefficient compris entre 0 et 1 qui mesure la liberté de circulation, attention, de la connaissance entre blocs géographiques. Par exemple, les États-Unis, Chine, Europe, Brésil. Proche de 1, la connaissance circule librement. Comme par exemple en 2018, juste pour avoir une date. Quand il baisse, des barrières apparaissent. Contrôle à l'exportation, souveraineté des données, restriction sur les modèles. Et là, j'insiste sur une distinction importante. K7 est un thermomètre, pas un thermostat. Il décrit le régime, ce n'est pas un levier. Décréter K7 égale à 0,4 ne sauve aucun emploi et ne réduit aucune dépendance. Ce sont les États qui agissent
sur le régime, et c'est le régime qui fixe cassette, pas l'inverse. Je propose donc cassette comme une variable de diagnostic, pas comme un outil de politique publique. Et ce n'est pas de la théorie, cela se produit déjà. Donc, où peut-on déjà entrevoir cassette? Bon, c'est vrai, ce n'est pas de la théorie. Donc, voyons où l'on peut déjà apercevoir cassette. Quelques cas sont présentés sur les slides. Donc, pour cela, je prends 3 cas récents, très récents, tout dans le même laboratoire de pointe, anthropique, parce que chacun joue sur un axe de fragmentation différent. En juin 2025, CloudGov, donc des modèles réservés aux clients de la sécurité nationale américaine, où, bien sûr, l'accès dépend de ce qui vous êtes sur le plan institutionnel, pas de ce qui vous payez. Puis, en septembre 2025, une restriction qui bloquait les entités. Donc, la question du capital, par exemple, n'était pas sur des régions qui il considérait donc d'intérêt. Au contraire, il était dans des régions sur restriction. Par exemple, donc, la Chine. Ici, la barrière n'était pas technique. C'était l'origine du capital. Et en avril 2026, le projet Glasswing Preview, donc un modèle de pointe en cybersécurité, le fameux Cloud Mythos, jamais rendu public, réservé à un consortium occidental fermé qui a explicitement écarté aussi le concurrent direct. Donc, exclusion par position concurrentielle. Donc, 3 axes. Type institutionnel, bloc de capital, position concurrentielle. Ces cas n'éprouvent évidemment pas la trajectoire de cassette, mais ils montrent que le régime qui il décrit est déjà à Louvre, et non spéculatif. Donc, c'est tant de choses, si comme l'utilisons, qu'est-ce qui protège vraiment une entreprise? Bon, ça c'est déjà pour nous. La défensibilité, elle est très importante pour une entreprise. Par contre, la défensibilité migre vers le haut de la pile. Elle quitte le produit technique et s'y concentre, donc la défensibilité, dans le jugement humain et la connaissance ou la confiance institutionnelle. On choisit encore aujourd'hui, par exemple, en fonction d'une marque, par la confiance. Donc, l'avantage de la couche 4
la supériorité technique d'un produit ne dure pas. Ce qui reste stable ou progresse, c'est la boucle d'apprentissage propriétaire dans la couche 5. Les données d'interaction, le fait de savoir à laquelle sortie de l'IA se fier et lesquelles écarter, par exemple. Et la couche 6, les effets des réseaux, la certification, la confiance institutionnelle devient relativement plus décisive. Non parce qu'elle a changé, mais parce que les couches qui la soutiennent sont devenues des marchandises. Bon, il y a un lien important avec la certification. La couche 6 a un substrat technique, à savoir la capacité qu'on appelle l'explicabilité de l'IA. Donc, sans système interprétable et auditable, l'évaluation des conformités devient creusée. Vous avez le label, mais le label ne porte plus aucune information. Les entreprises dotées d'une vraie défonçabilité des couches 6 ont consenti un investissement lourd dans cette explicabilité de l'IA, donc que l'évaluation classique ne voit pas parce qu'elle la traite en fait comme un coût de conformité et non comme un actif stratégique. Bon, regardons maintenant comment le cadre s'applique à la science elle-même. Bon, la science, elle est très très importante, elle est très stratégique en fait. Parce que même quand on parle des entreprises qui font des recherches et développement, normalement, on va voir des produits très stratégiques. Donc, on parle ici aussi des universités. OK? Donc, que se passe-t-il quand je l'applique à la science? Bon, en effet, ici est un cas révélateur parce que la science suit le même schéma. Il faut la lire couche par couche. En couche 4, l'IA produit déjà. Jugez plutôt, en 2025, le premier article entièrement rédigé par une IA a été accepté à une conférence. Et un co-scientifique IA, c'est-à-dire un algorithme, a redémontré un mécanisme biologique déjà connu. Donc, la couche 5, celle du jugement, des études de 2026 menées auprès des promotions des étudiants ont révélé à peu près 20% des citations inventées, et aussi des simplifications excessives dans les sorties de l'IA. Bon, il fait notable les erreurs si concentrons dans les étapes qui demandent le plus de jugement, pas dans l'étape codifiée. Et la couche 6, l'évaluation par les pairs, la
la sélection éditoriale, l'intégrité, donc, on va gagner en valeur à mesure qu'il y a pour produire davantage de contenus d'apparence publiable. Donc, pour un public universitaire, je laisse cette question. Votre domaine a-t-il aujourd'hui plus ou moins d'intégrité institutionnelle qu'en 2020? Car c'est l'intégrité qui devient la ressource rare. Bon, et gardons à l'esprit qu'il faut enregistrer ça encore, que nous sommes en juin 2026. L'avenir va forcément nous surprendre, comme il a déjà fait ces 3 ou 4 dernières années. Bon, je veux creuser 3 points d'une couche de plus. Donc, comment le cassette évolue dans le temps? Ce que la fragmentation signifie pour le sud global et où la certification pèse vraiment. Des réflexions. Donc, je commence par les fusions-acquisitions transfrontalières, M&A, parce qu'il y a là un point d'économie politique qui mérite d'être dit clairement. Quand un acquéreur d'une économie riche rachète une entreprise innovante d'un pays en développement, et pas seulement, mais sur les ans, il peut dissoudre l'équipe locale et reconstruire, comme on a vu, cette fonction sur sa propre base de coûts. Donc, captant pour lui-même la prime de substitution. Pour une économie en développement, cela crée une incitation structurelle à dissoudre les équipes techniques locales. Il ouvre un canal de redistribution des valeurs que l'économie politique du commerce n'est presque pas au doigt cartographié. Donc, avec des implications directes pour la politique industrielle et la souveraineté. Et cela m'emmène au cassette, parce que le cassette n'est pas statique. Donc, il y a une trajectoire. Donc, dans le régime intégré de 2018, je le situais autour de 1, comme un exemple. En 2026, autour de 0,7 et dans un scénario de fragmentation, plus vite par exemple, d'ici 2030, autour de 0,4. Donc, il y a un seuil. À peu près, quand on est à peu près en 0,45, selon les simulations qui ont été présentées dans notre travail, s'il vous plaît, regardez là. Le régime de la prime de substitution s'enfreindre dans toutes les juridictions. Donc, ce n'est pas qu'une intuition, cela s'appuie sur la
sur les questions de la science transfrontalière et sur des observatoires de souveraineté qu'il faut toujours regarder. Donc, et pourquoi la fragmentation frappe-t-elle plus directement ou plus durement les économies en développement? Par trois mécanismes qui sont présentés là. Donc, d'abord, au modèle des fondations. Ils sont entraînés sur des corpus en anglais et en chinois. Et la fragmentation creuse cet écart. Mais, à mon avis, ça va évoluer avec la propre IA. Ensuite, l'accès à la capacité de pointe. Les trois cas réels que j'ai cités, CloudGov, restriction des propriétés, projet Glasswing Preview, contrôlons déjà qui peut utiliser la frontière. Et enfin, ce que j'appelle le dilemme de l'IA souveraine. D'un côté, le coût de la dépendance. Acheter de l'IA hors son bloc, avec des effets budgétaires et sous la balance des paiements. De l'autre, le coût de la souveraineté, le lourd investissement public nécessaire pour y rattraper. Donc, pour encore réfléchir, venons à des faits très récents qui un collègue m'a envoyé. Intéressant. Qui on va parler d'ici en quelques slides. Donc, le 9 juin 2026, Anthropic a lancé deux modèles de classe Mythos. Fable 5, Fable 5, à l'usage général, mais avec des garde-feux qui revoyant les sujets, par exemple sensibles, vers un modèle plus petit. Et Mythos 5, le même modèle sans ses limites, réservé à des partenaires de confiance via un projet Glasswing Preview, en collaboration, bien sûr, avec le gouvernement des États-Unis. Donc, c'est une échelle d'accès à état pur. Donc, la frontière devient moins chère et plus générale. Mais la pleine capacité s'ouvre selon la confiance institutionnelle, pas selon le prix. Donc, c'est le cassette qui s'y joue devant nous. Le flux des connaissances entre juridictions régulées à la source. Et juste quelques jours après, même le Fable 5, le Fable 5, a été bloqué complètement. Et ce qui est très frappant, même à les employés étrangers dans l'Anthropic ne pouvaient plus utiliser. Donc, réfléchissez. Ça, c'est quelque chose d'important. Bon, le troisième point, c'est la certification. Donc là, où la défensibilité de la couche 6 se formalise. Nous avons déjà des normes concrètes, elles sont présentées sur les slides. Et il y a aussi en dessous, comme on a déjà parlé, un substrat technique à l'intelligence explicable. Donc, sans système interprétable et auditable, l'évaluation
de conformité devient vide, donc le label ne porte aucune information. Et donc, elle a de nouveau une asymétrie apparaît. La même règle coûte de façon inégale. La première question qu'on peut se faire est qui écrit les règles? Les normes sont conçues dans l'écosystème industriel du Nord, avec une participation, des fois, inégale des économies en développement ou comité technique. Qui peut s'y conformer, c'est-à-dire être correct vers une norme? La conformité exige une infrastructure rare. Laboratoire accrédité, organisme notifié, expertise juridique spécialisée. Et combien ça coûte? Le coût marginal de la conformité en part du chiffre d'affaires est structurellement plus élevé pour les petites entreprises typiques de ces économies en développement. Donc, ce qui relie le seuil de la couche 6 aux petites entreprises réglementées, donc médecine, droit, ingénierie, certifié, éducation. Un autre aspect très intéressant qui va nous donner des éléments à réfléchir. Donc, il y a-t-il un signe en dehors de mon propre travail qui sera se produit vraiment? Bon. Oui, et je veux être clair. On est en train de parler d'une corrélation, pas une preuve. OK? Donc, prenons un exemple très récent. L'étude qui a été développée par The Build Economy. La plateforme est très connue, Lovable. Donc, de 2026, c'est un numéro intéressant avec plus de 14 000 répondants. Et donc, le premier constat, attention là, le premier constat, c'est très important de faire attention là. 4 personnes sur 5, 4 sur 5 qui construisent des logiciels sur la plateforme se déclarant non techniques. Attention, non techniques. Ce sont les fondateurs, les gens des produits, de l'opération, du marketing, des ventes. Donc, c'est exactement ce que le cadre prédit quand les couches 1 à 4 se commoditisent. Donc, le construire n'est plus besoin d'un ingénieur. Bien sûr, encore une fois, ça dépend des contextes aussi, ok? Mais, donc, c'est quelque chose d'important. Mais il y a une autre question intéressante. Et un détail renforce les couches du haut. Plus de la moitié de ce nouveau constructeur, les non-ingénieurs, ils ne sont pas des techniques, ont 11 ans ou plus d'espérance. Donc, ce qui le distingue, c'est exactement la connaissance métier. Donc, le jugement, les couches 5 et 6. Et un autre aspect quand je regarde d'où ils construisent, la géographie parle aussi directement à cet exposé. Les États-Unis en première, le Brésil en deuxième, et la France aussi
dans le top 10. Exactement le trio que j'utilise dans les résultats juridictionnels. Donc, 5 continents apparaissent et la participation est de moins en moins liée à la géographie, ce qui colle aussi à l'idée du K7. Et ce n'est pas un loisir, attention, 3 sur 5 comptons monétisés et 1 sur 2 construit une entreprise. Ok, donc en allant vers la conclusion maintenant, on est déjà 1h20, donc merci si vous êtes là encore. Il est important d'être explicite sur ce que ce travail n'établit pas. Donc, c'est la partie sur laquelle je tiens le plus à insister. Donc, aucune entreprise précise n'est présente ici comme ayant inversé sa décoté d'homme clé. C'est qu'on avait parlé. Les cas qui sont présentés dans l'article, les simulations de le cadre du framework, donc, ce sont cas stylisés. Donc, même la baisse d'à peu près 13% de l'emploi junior, je ne prétends pas donc avoir démontré qu'elle vient surtout de l'IA. Parce qu'on sait très bien, il y a des explications concurrentes, comme le resserrement monétaire. Donc, les plages des paramètres valent pour le Brésil, la France et les États-Unis, pas forcément ailleurs. Et aussi, même pour ces pays-là, vous pouvez changer les numéros qui sont présentés là-bas et monter son propre scénario et avoir les conclusions. Et la valeur numérique des cassettes dans les simulations est illustrative, pas estimée empiriquement, donc la 7e couche elle-même reste conjecturale. Donc, c'est ce que le travail affirme est plus modeste. Donc, c'est quoi? Le débat binaire sur la commoditisation est analytiquement vide et le remplacer par une question en couche éclaire le terrain. Donc, ce qui constitue à la démarche adoptée dans ce travail, donc indépendamment de la résolution des questions empiriques sous-jacentes. Donc, on a du travail à faire. Et si je devais tout résumer en une phrase, quelle serait-elle? Donc, pour y répondre, impossible de faire de l'économie d'un retour au début. La bonne question ne peut être plus l'IA commoditise-t-elle la connaissance? La bonne question serait quelle couche? Sur quel horizon de temps? Dans quelle juridiction? Sur quel régime transfrontalier? Avec quelles conséquences sur la répartition? Donc, le cadre ne vous donne pas des réponses définitives. Il offre une meilleure façon de poser la question. Et cela peut être déjà une contribution, mais c'est à vous, lecteurs, d'en juger. Les désaccords sont bienvenus quand ils arrivent.
ou viendront. C'est précisément là que le travail gagnera en solidité. Donc, avec cette première discussion, les grandes lignes sont posées, mais très honnêtement, d'autres rencontres, d'autres échanges, d'autres présentations seront nécessaires, bien sûr, et c'est là que nous pourrons vraiment creuser l'évaluation, donc valuation, la double vallée, les juridictions, nos cassettes, la certification, etc. Donc, sur ce, je vous remercie vraiment de l'occasion. Et donc, merci beaucoup, vraiment, et j'espère à bientôt.